Élysée. On va en parler de ces rencontres avec Georgina Wright. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne. Merci d'être avec nous en cette mi-journée sur France Info. Et puis en visioconférence, nous sommes avec Valeria Faure-Muntian. J'espère que je prononce bien. Vous êtes députée de la majorité de la Loire et vous êtes la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Merci d'être avec nous, Madame la députée. Georgina Wright, je me tourne vers vous parce que Nicolas Sarkozy, il a dit en quelques minutes beaucoup de choses. Le temps de la désescalade est venu. Seule voie possible, c'est la diplomatie. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Grosso modo, il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que vous en pensez de ce ton assez finalement fataliste de la part de Nicolas Sarkozy ? Ce qui était intéressant vraiment, c'était le contraste entre ce que le président Sarkozy a dit et ce que le président Hollande a dit. Et je pense que clairement, le président Sarkozy a tenu c'était une détermination très sombre. Il parlait de la gravité, des inquiétudes, qu'il fallait garder son sang-froid, qu'il fallait militer pour la diplomatie. Il a parlé de l'alternative étant une guerre totale, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les Européens Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, ce matin, a parlé de guerre totale. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça veut dire qu'on renforce du coup nos capacités militaires aux frontières? Est-ce que ça veut dire une coopération plus étroite en matière militaire et politique avec l'Ukraine? Il y a un peu un questionnement là. Par contre, je pense que le président a absolument raison quand il dit qu'il faut imaginer des institutions multinationales. Alors, est-ce qu'il faut en recréer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que les institutions multinationales d'aujourd'hui ne semblent pas capables de faire face aux défis du XXIe siècle. Il est très critique. Il dit l'OTAN, ça n'a pas marché. Le G7 n'a pas marché. L'ONU est apathique. C'est ce qui se dit. Donc des mots très durs. Il faut inventer les institutions, grosso modo diplomatiques, du XXIe siècle. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui semble proposer, effectivement. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la tête du président. Ce que je dirais, c'est qu'il y a d'autres pays, et je pense notamment aux pays baltes, la Pologne, par exemple, aussi le Royaume-Uni, les États-Unis, qui considèrent que l'OTAN reste une alliance qui est principalement, le garant principal de la sécurité européenne. L'OTAN est pour l'instant en train de réfléchir, ça fait un an que l'OTAN réfléchit à un nouveau concept stratégique, c'est-à-dire une nouvelle vision, des nouveaux objectifs et une nouvelle hiérarchie des menaces communes en fait l'alliance. Et je pense qu'eux, ils diraient que non, il n'est pas temps de recréer, l'alliance n'est pas morte, on ne parle pas de mort cérébrale. Maintenant, il est clair que ça pose des questions sur comment est-ce qu'ensemble on peut répondre à ce genre de défis. Clairement, l'Union européenne, les Européens ont beaucoup misé sur les sanctions à la base pour essayer de dissuader. Sanctions économiques. Maintenant, on parle de sanctions économiques pour punir. Est-ce que ça va être assez? On verra bien. Il y a deux camps là qui se forment au sein de l'Union européenne. Ceux qui veulent des sanctions massives et ceux qui veulent des sanctions plutôt progressives. On commence avec un paquet massif, mais on en garde de côté si jamais les bombardements continuent. Valeria Faure-Muntian, votre avis déjà sur ces rencontres avec François Hollande et Nicolas Sarkozy? Emmanuel Macron, il veut quoi? Il veut l'unité nationale sur ce sujet de l'Ukraine? Évidemment, je pense qu'il appelle à l'unité nationale, mais il concerte aussi deux hommes qui ont travaillé avec Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est là depuis 20 ans. Donc, le président Hollande comme le président Sarkozy ont été confrontés aux dirigeants Poutine. Et donc, ils peuvent aussi accompagner Emmanuel Macron en apportant leur opinion, leur expérience du passé dans la crise actuelle. Au-delà de l'image de l'unité nationale, techniquement, je pense qu'il n'est pas inutile de concerter nos prédécesseurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il dit la seule voie possible dans ce conflit, c'est la diplomatie? Alors, il a parlé soit de diplomatie, soit de guerre totale. Et effectivement, moi, j'estime qu'on est déjà dans la phase de la guerre totale, puisque Vladimir Poutine, même s'il a échangé avec Emmanuel Macron, ne bouge pas d'un iota de son objectif. Il est entré dans un territoire souverain et il a dépourvu le peuple de sa décision souveraine, c'est-à-dire il veut faire basculer le régime, c'est-à-dire que les votes que les Ukrainiens ont apportés à leur président et à leurs parlementaires ne sont pas considérés par Poutine comme étant fiables ou viables. Et donc, il souhaite organiser une nouvelle façon de gouverner l'Ukraine. Il nie le droit à la souveraineté et à l'autodétermination du peuple ukrainien aujourd'hui. En bombardant, il y a des morts civiles, il y a des morts militaires. Donc, on est dans l'obligation de réagir de manière forte et les sanctions qui ont été énoncées jusque-là restent timides, très timides même.
Georgina Wright, vous parliez des différences entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande, il demande un renforcement des sanctions. Je vous propose d'écouter l'ancien président. Donc face à cette menace, face à cet objectif que poursuit Vladimir Poutine, il faut que l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique soient à la hauteur. Et d'abord, d'élever le niveau des sanctions. C'est ce que j'ai dit au président Macron. Je considère qu'il faut encore renforcer les sanctions, et notamment les sanctions financières, ce qu'on appelle aussi le système de transactions monétaires, de manière à ce que la Russie, pas sa population, mais en tout cas son économie et ses dirigeants puissent être lourdement frappés par cette réponse. Georgina Wright, en écho aux propos de François Hollande, le président ukrainien Zelensky parle d'une réponse trop lente finalement de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'observatrice ? Écoutez, je pense que regardons les faits, le fait que l'Union européenne est là sur le point d'adopter un deuxième paquet de sanctions. Enfin, l'Union européenne n'a jamais agi aussi vite pour un paquet de sanctions aussi large et massif en si peu de temps. Donc ça, je crois que c'est assez positif. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme je disais avant, il y a un peu cette division entre les États membres qui disent il faut y aller, il faut tout faire et il faut couper tous les ponts diplomatiques. Les pays à la frontière, c'est ça, plutôt la Pologne. La Pologne, le président polonais, tout à fait, le président polonais hier soir à la conférence de presse, enfin plutôt à 3h du matin, qui disait il faut aller encore plus loin, et ceux qui disent non, il faut y aller progressivement, tout en imposant maintenant un deuxième paquet qui sera massif et qui aura des conséquences massives pour la Russie et pour certains États membres également. Je pense que de nouveau, en termes pour revenir un petit peu sur ce que le président Sarkozy disait en termes de continuer la diplomatie, c'est pas la demande des Ukrainiens. Eux, ils demandent une rupture totale en termes d'échanges et des dialogues avec les Russes et pour leur faire comprendre qu'effectivement, là, ils sont allés trop loin. Et puis, on verra bien en ce qui concerne les sanctions européennes. On n'a pas encore vu le texte. Le texte devrait paraître cet après-midi. Et puis, on verra par la suite si ça a été assez pour dissuader et si ça ne l'est pas, ce que les Européens font par la suite. Madame la députée, quand le président ukrainien juge la réponse européenne à la Russie trop lente, quand il dit « c'est une menace pour nous tous, toute l'Europe », qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il faut absolument isoler aujourd'hui la Russie, lui faire entendre et comprendre qu'on ne peut pas pénétrer dans un pays souverain en essayant de faire basculer complètement et puis en nommant les personnes à abattre en faisant des victimes civiles. La Russie et Vladimir Poutine doivent être complètement isolés. On ne doit pas lui taper juste sur les doigts. Il a franchi la ligne rouge. Oui, et ça, ce sont des paroles, Madame la députée, mais on a bien vu que depuis lundi dernier, on a bien vu les initiatives françaises, notamment avec Emmanuel Macron, qui avait annoncé un sommet Biden-Poutine, et vous voyez 5 jours plus tard où on en est. Donc est-ce que finalement la diplomatie, est-ce que les paroles suffisent aujourd'hui ? C'est ce que dit le président ukrainien. Le président Poutine n'est pas fiable. Sa parole ne vaut rien parce qu'il a pris des engagements auprès d'Emmanuel Macron et il n'a pas tenu ses engagements. Donc à partir de là, on ne peut plus considérer sa parole comme étant fiable. Par contre, isoler complètement l'économie russe, couper les vivres à la Russie, ça, c'est faisable de la part des Européens et des Occidentaux en général. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une déclaration sur les prises de décision et que, par ailleurs, dans la même phrase, Joe Biden l'a dit, je ferai les sanctions contre la Russie à condition de ne pas pénaliser la population américaine. Ça veut dire des demi-mesures. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on ne peut pas se permettre ces demi-mesures. C'est soit un isolement total économique de la Russie pour faire entendre à Vladimir Poutine qu'il faut arrêter et il faut cesser le feu, soit on fait de la demi-mesure et donc à ce moment-là, ce ne sera que des paroles qui ne mèneront à rien. Kiev sera pris, le gouvernement sera renversé et Vladimir Poutine organisera une forme de référendum à la façon dont il a fait en Crimée. Sans que le monde réagisse. C'est intéressant ce que dit Madame la députée. Finalement, le monde entier, plus ou moins, excepté la Chine peut-être, s'avère contre finalement cette invasion russe. Et vous nous disiez hors antenne, il y a une sorte de comment dire, un lien qui s'est créé entre les États-Unis et l'Europe
qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Oui, tout à fait. Je pense qu'on on ne sait pas finalement quelles sont les ambitions de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il s'agit simplement de renverser le gouvernement ukrainien? Est-ce qu'il s'agit d'annexer l'Ukraine? Est-ce qu'il s'agit d'aller encore plus loin, d'envahir d'autres pays? On ne sait pas. On ne sait pas où ça s'arrête. Mais en tout cas, pendant toute cette crise, on a vu des consultations journalières entre la Maison-Blanche et l'Union européenne, la Commission européenne, et également la Maison-Blanche et les gouvernements de l'Union européenne, ainsi que les alliés de l'OTAN. Une consultation comme ça, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples dans l'histoire où ça a été si poussé. Et effectivement, à chaque fois, quand on entend le président Biden prendre la parole, il dit voilà, les Européens nous ont fait part de leurs craintes, nous aussi. Et donc, clairement, il y a une volonté à l'encontre de peut-être, on pense à l'affaire sous-marin qu'il y a eu il y a quelques mois, il y a une volonté vraiment de s'assurer qu'on est absolument sûr de la marge de manœuvre des Européens et des Américains, et de comprendre qu'effectivement, il faut qu'on puisse se parler, parce que c'est qu'ensemble qu'on pourra essayer de faire face à cette... On voit aussi Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui reprend les mots de Boris Johnson. Il qualifie Vladimir Poutine de dictateur. Boris Johnson, clairement, c'est pas le meilleur ami de Jean-Yves Le Drian. Donc sur ce dossier ukrainien, on fait front et diplomatie à 100%. Écoutez, la relation franco-britannique a été un petit peu bouleversée ces derniers mois et ces dernières années, mais ils restent tous les deux des pays européens. Je veux dire, ils disposent des plus grandes capacités militaires, des puissances nucléaires. Tous les deux ont un siège à l'ONU. Maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU. Merci, j'avais le mot en anglais et pas le mot en français. Mais ils continuent à se parler, ils continuent à travailler étroitement. Et évidemment, au sein de l'OTAN, le Royaume-Uni et la France, d'ailleurs, continuent à investir énormément dans les discussions. On va voir un renforcement, sans doute, de la posture de l'OTAN. Il y a un sommet OTAN aujourd'hui. Oui, justement. Oui. Et on aura il faudra attendre pour voir exactement ce qu'il en ressort. Mais clairement, là, ils se parlent beaucoup aussi. Et je pense qu'il n'y a aucun doute entre la France et le Royaume-Uni. Ils sont sur la même page quand il s'agit de regarder ce que la Russie fait en Ukraine aujourd'hui. Vous me donnez une transition, Valéria Faure-Montian. Donc cet après-midi, il y a un sommet de l'OTAN en visioconférence de Bruxelles notamment. On rappelle que le président Macron a envoyé des troupes françaises au nom de l'OTAN en Roumanie. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Est-ce que vous pensez qu'au pays frontalier, l'OTAN doit agir? Évidemment, l'OTAN doit se déployer sur l'ensemble des pays de l'OTAN pour assurer leur sécurité et puis assurer aussi la circulation des réfugiés qui arrivent de plus en plus nombreux dans ces pays frontaliers. Je voulais revenir sur le côté exceptionnel de l'entente du monde occidental. C'est exceptionnel parce qu'on vit une crise exceptionnelle. Nous n'avons plus vécu la guerre sur un territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale, et surtout qui mettait en jeu un pays qui possède la puissance nucléaire comme la Russie. Et il ne faut surtout pas faire les mêmes erreurs qu'au début des années 90, avec cette guerre aux frontières de l'Europe en ex-Yougoslavie, où l'Union européenne s'était avérée totalement impuissante. J'aimerais, Madame la députée, aussi vous parler du sort de ces Ukrainiens qui sont en train de fuir le pays. Beaucoup arrivent en Pologne, ils vont forcément aussi arriver dans les autres pays de l'Union européenne. Comment faut-il les accueillir? Comment ça va se passer concrètement? Parce que là, il y a un drame humanitaire qui est en train de se jouer. L'ONU parle de 100 000 au minimum personnes déplacées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'OFPRA, l'Office des réfugiés de France, a d'ores et déjà communiqué sur le fait qu'ils sont préparés à accueillir les réfugiés ukrainiens en France. Effectivement, l'Europe doit être solidaire, mais à la fois, il y a une dichotomie entre la nécessité pour l'Ukraine que les Ukrainiens restent en place et défendent leurs intérêts, leur pays, la souveraineté, celui-ci, avec la contribution de l'Occident. Et à la fois, c'est des populations qui sont en fuite et à raison. Donc, on doit pouvoir les accueillir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vladimir Poutine a déclaré lundi dernier qu'au-delà de ses actions militaires, soi-disant porteuses de paix, il a dit qu'il organiserait de la justice parce que les morts de Maïdan, de la révolution de 2014, n'ont pas été vengés
parce que la justice n'est pas passée. Donc, moi, j'ai bien peur qu'au-delà de supprimer le régime en place, ils veuillent faire un nettoyage ou la dénazification, comme ils l'appellent. Donc, ça veut dire de la justice militaire organisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, les Ukrainiens ont raison d'avoir peur. Merci beaucoup Valeria Faure-Muntean. Je le rappelle, vous êtes députée de la majorité de la Loire et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Merci d'avoir été en direct sur France Info en cette mi-journée. Il est 13h30 si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en édition spéciale depuis le début de la matinée. Nous suivons minute par minute, heure par heure les derniers développements, les derniers éléments qui se déroulent à Kiev, notamment la capitale ukrainienne, où une offensive russe est en cours, notamment au nord de la ville. Les dernières précisions, c'est avec Dorothée Oliéric, c'est l'envoyée spéciale évidemment de France Télévisions. Il y a une minute, une énorme explosion, on sent vraiment que ça se rapproche, c'est très fort. Et c'est comme ça depuis cette nuit, depuis ce matin, les sirènes, beaucoup d'explosions. Ce sont des frappes aériennes, des tirs de missiles, on ne les compte plus, donc c'est vous dire. Et en ce moment, l'information que j'ai, c'est que les troupes ukrainiennes seraient en train d'organiser des positions défensives au cœur de Kiev, dans la capitale vraiment, et des coups de feu ont été entendus aussi, selon un journaliste de l'agence Associated Press, à proximité d'ici. Vous savez, le Parlement est à 300 mètres, la présidence est à 500 mètres. Il faut savoir que le président serait toujours là, qu'il est l'ennemi à abattre selon lui, que des groupes russes seraient infiltrés également pour faire des opérations de sabotage. Donc la pression monte vraiment ici, on se demande pas si les Russes vont prendre et arriver avec leurs chars ici, place Maïdan, mais quand. Alors il y avait des renseignements américains qui parlaient de 80 heures, mais on a vraiment l'impression que ça peut être beaucoup moins et qui peuvent arriver effectivement à tout moment. La population, en revanche, donc qui se terre et qui s'inquiète évidemment, espère en tout cas ne pas être pris pour cible. Personne ne s'attend à ce qu'on tire sur les civils, mais on se demande quand ils arriveront ici. Bien. Et on le disait il y a quelques instants, de nombreux civils fuient la capitale Kiev, puis d'autres villes finalement fuient l'Ukraine. Regardez ces images, des femmes, des enfants, des familles s'abritent pour se protéger des bombardements et des gendarmes ont été envoyés en renfort avant-hier pour sécuriser l'ambassade française. Thomas Cuny, Lucie Berbet et Rama Miri. J'ai préparé mon sac à dos, mon chargeur si j'arrive à charger mon téléphone. J'ai pris de l'eau, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des fruits. Et c'est tout. J'ai ma valise qui est faite si jamais l'ambassade nous dit qu'ils vont nous évacuer. Cette vidéo nous a été envoyée par ce Français vivant à Kiev ce matin, terré dans son appartement. C'était terrible, des bombardements horribles. Et ça s'est amplifié vers 4h, 5h du matin. Depuis sa fenêtre, il nous montre la rue déserte. Pour échapper aux frappes russes, ces Ukrainiens ont trouvé refuge dans cette station de métro cette nuit. Sur les visages, la fatigue et l'angoisse. Des familles, des enfants, installés sur des matelas ou à même le sol. Je suis ici parce que je pense que c'est l'un des seuls endroits en ce moment où vous pouvez vous cacher à Kiev. Tous les autres endroits sont terrifiants. Je me sens surtout fatigué et anxieux. C'est tellement inhabituel. Rien de tout cela ne me semble réel. Je ne sais même pas quoi penser. Ce père tente de calmer son bébé, pendant que dans un autre abri, on chante pour essayer de se rassurer. D'autres ont préféré fuir. Sur les routes, des embouteillages monstres. Direction l'ouest pour quitter le pays par la Pologne voisine, comme pour cet expatrié français. On est dans 2 heures de trafic, il y a des explosions partout, des tanks partout, des soldats partout, des gens qui font du stop. Les stations-service sont prises d'assaut. L'essence est rationnée. Le trajet s'annonce encore long pour les milliers d'automobilistes. J'ai l'impression que ça va être dangereux partout maintenant. Peut-être on va essayer d'aller vers la frontière. On ne sait pas encore où on va dormir. On va trouver quelque chose, j'espère. Aucune opération d'évacuation n'est pour l'heure envisagée.
pour les civils. Georgina Wright, on le voit, on est au cœur de l'info avec ce reportage auprès des Français. Il y a énormément d'Ukrainiens aussi qui fuient la région. On en parlait avec la députée. Ce drame humanitaire va devenir aussi un dossier à gérer pour l'Union européenne, un dossier très difficile. Tout à fait. Et puis, je suis certaine que les discussions ont déjà commencé. On a les sanctions, ça c'est punitif. Et puis, il y a la réponse civile. Effectivement, il y a déjà, on estime, des milliers d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Et je pense que la réponse européenne, elle va devoir se doter de 3 volets. Un, c'est comment est-ce qu'on soutient les Ukrainiens qui restent au pays. Déjà, hier, lors de la conférence de presse, il y a eu, c'était assez explicite. On soutient l'Ukraine politiquement, militairement et évidemment à travers un soutien financier. Ensuite, il faut pouvoir appuyer les pays européens à la frontière qui accueillent ces réfugiés et de s'assurer qu'ils peuvent être, qu'ils aient un endroit où loger, de quoi manger, etc. Et puis, à terme, si les pays européens peuvent accueillir des Ukrainiens, on a vu que l'Irlande a maintenant ne requiert plus de visa pour les ressortissants ukrainiens. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais évidemment, la politique d'asile, c'est une compétence nationale. Donc en fait, il y a assez de limites. Enfin, l'Union européenne est assez limitée dans ce qu'elle peut faire. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, effectivement, qu'on entend des États membres sont très préoccupés, sont très inquiets. Et il y a évidemment une reconnaissance qu'il faudra agir là-dessus. Alors, il y a une autre instance, on ne comprend pas trop à quoi elle sert vraiment, mais il y a le Conseil de l'Europe, qui est un conseil qui est né après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la Cour européenne des droits de l'homme. La Russie a un siège, l'Ukraine a un siège au Conseil de l'Europe. Mais bon, on ne voit pas trop ce qu'ils font réellement, le Conseil de l'Europe. Il y a des discussions, il y a différentes... c'est un espace de débat, en fait. C'est un espace de débat, mais il y a aussi des propositions, des actions, des politiques, etc. Mais c'est clair que maintenant, je pense que les pays européens se retrouvent principalement au sein de l'OTAN, de l'UE et de l'OSCE, qui est maintenant présidée par la Pologne. Et c'est là vraiment que le feu de l'action, le feu du débat, et je pense que c'est... il suffit de regarder les images pour voir, les gens sont désemparés, les gens sont inquiets. Les images sont édifiantes. On est aux portes de l'Europe. Tout à fait, tout à fait. Enfin, l'Ukraine est en guerre, et donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de réagir et rapidement, et j'imagine que la Commission européenne sera en position d'ici quelques jours à au moins faire une première proposition. La mobilisation générale est décrétée en tout cas en Ukraine. Un homme est à la manœuvre. Il s'appelle Volodymyr Zelensky, c'est le président ukrainien. Il appelle les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine. Selon lui, il est la cible numéro 1 des Russes, mais dit vouloir rester à Kiev. Alexandra Lay. C'est un soldat ukrainien qui filme. Au large, ce navire russe. Ici un navire russe de guerre. On vous propose de déposer les armes et de vous rendre pour éviter d'avoir des victimes. Sinon, vous serez bombardés. Sur cet îlot ukrainien en pleine mer Noire, 13 soldats n'ont qu'une chose à répondre. Qu'elle aille se faire foutre, la marine russe. Ils seront bombardés et certains tués. Les forces russes semblent avancer de toutes parts. Hier, en fin de journée, c'est la centrale nucléaire désaffectée de Tchernobyl qui est tombée entre leurs mains. Les images de destruction se succèdent. Ici, l'académie militaire de Soumy, dans le nord-est du pays. Partout, des sirènes préviennent du danger imminent. Ce matin, le président ukrainien apparaît à la télévision, seul. D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. Est-ce le vrai but de guerre des Russes? À Paris, le gouvernement français le confirme. Je pense que la sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qui se passe maintenant et nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire, mais il importe qu'il tienne sa place. L'aider si nécessaire, ça veut dire quoi, Jean-Yves Le Drian? Nous prendrons les dispositions qu'il convient de prendre. Ça veut dire l'exfiltrer au besoin? Je dis nous prendrons les dispositions qu'il conviendra de prendre. Largement inférieure numériquement, l'armée ukrainienne compte désormais sur la mobilisation générale. Les hommes de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter le pays pour pouvoir être enrôlés. Georgina Wright, un mot quand même sur ce président Zelensky. Il y a encore quelques années, il était humoriste, il était comédien, il a participé à une sitcom.
Et il est devenu président après cette sitcom. Aujourd'hui, on le voit en t-shirt, voilà, t-shirt militaire. Quel changement de... Enfin, c'est assez incroyable de voir cet homme chef de guerre, finalement, aujourd'hui. C'est assez incroyable, mais c'est surtout incroyable par ce qu'il dit. Je veux dire, ça fait des semaines qu'il appelle à l'aide. Il est très clair sur la menace. Là, il est très clair dans les demandes de la part des Ukrainiens et il reste mobilisé au pays. Il dit qu'il continuera à appuyer les Ukrainiens. Il y a aussi leur Twitter, leur compte Twitter qui est très actif, où là, il émet aussi des messages. À mon avis, quand il est venu au pouvoir, c'était sans doute pas ça qu'il s'imaginait, d'avoir une crise, une guerre et devoir faire face à ça. Mais il est clair que là, on le voit, il consulte régulièrement le président de la République, mais aussi les dirigeants européens, des institutions, des autres États membres, le président Biden, le Premier ministre britannique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment là, on voit qu'il prend son rôle au sérieux et qu'il reste auprès des Ukrainiens. C'est l'antithèse finalement de ce que l'Ukraine a vécu depuis plusieurs années avec des présidents pro-russes. Est-ce que ça a précipité finalement l'ire de Vladimir Poutine? En clair, il n'était pas soumis à la Grande Russie. Peut-être. Enfin, je ne sais pas. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les ambitions de Vladimir Poutine. Je veux dire, il y a quelques jours, on disait non, il va sans doute pas envahir, en fait, ou bien s'il envahit, ce sera surtout à l'est de l'Ukraine. Pourtant, là, on voit très bien qu'il y a des bombardements partout et dans des endroits très stratégiques, des bases militaires, etc. Quelles sont les ambitions du président russe? Il y a certains qui disent qu'il veut effectivement donc changer le gouvernement, mettre un candidat ukrainien, mais qui est favorable au gouvernement russe. Est-ce que c'est pour annexer toute l'Ukraine, ou est-ce qu'on parle carrément de créer une nouvelle sphère d'influence et en fait d'envahir d'autres pays voisins? Je ne sais pas, on ne saura pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le président ukrainien ne veut pas partir, il veut rester au présent. Et d'ailleurs, on a vu le gouvernement ukrainien qui a passé un décret de mobilisation générale ce matin, je pense, en disant que les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent rester au pays pour combattre l'ennemi. Et à l'instant, le porte-parole de l'Union européenne considère que Vladimir Poutine se comporte comme les nazis. Fin de citation. On va faire le point sur l'offensive en cours dans de nombreuses villes en Ukraine avec vous, Sébastien Thomas. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Où en est-on à 13h42 ? Vous vous souvenez de Dorothée Oliéric, on l'a vu tout à l'heure, elle était place Maïdan. La voici, cette place Maïdan représentée sur la carte de la capitale ukrainienne. On se situe au cœur de la capitale, au cœur de Kiev, à quelques encablures du palais présidentiel. Si je vous montre ça, c'est pour bien se figurer la situation telle qu'elle est à l'heure où nous parlons, à savoir des combats qui se rapprochent vraiment des lieux du pouvoir. Vous avez ici le quartier Pozniaki, c'est là que cette nuit, dans ce quartier résidentiel, plusieurs habitants ont été victimes de bombardements. Il y a eu notamment un immeuble en feu. Si l'on va maintenant au nord-ouest de ce secteur, Maïdan, ici vous avez le quartier d'Obolon. Là aurait été signalé ce que le régime ukrainien appelle des saboteurs. Et le ministère de la Défense ukrainien appelle carrément les Ukrainiens et les habitants de Kiev à sortir dans la rue et à, je cite, neutraliser l'occupant. Pour cela, le ministère de l'Intérieur ukrainien diffuse même sur les réseaux sociaux la recette des cocktails Molotov. Et puis, si l'on s'éloigne un petit peu de la capitale, mais vous allez voir vraiment pas beaucoup, on se trouve ici aux environs d'un aéroport militaire très disputé. Pourquoi? Parce qu'il a été un temps pris par les Russes, la situation est confuse sur place, il pourrait très bien servir de porte d'entrée à des troupes aéroportées, sauf que les combats y font rage actuellement et ça c'est confirmé notamment dans la région de Gostomel et de Vorzel. Bref, les combats clairement se rapprochent de la capitale ukrainienne. Merci beaucoup Sébastien Thomas pour toutes ces précisions et pour votre analyse. On va essayer d'aller encore plus loin. Quel objectif poursuit l'armée de Vladimir Poutine? Notre invité s'appelait Michel Goyet, il est colonel de l'armée de terre notamment. Clairement, il s'agit de l'objectif principal de cette offensive. Là, il y a actuellement à peu près 6 opérations, 6 attaques majeures tout autour du territoire ukrainien, dont 3 dans le nord et avec clairement un effort qui est fait sur Kiev.
Le deuxième effort, il est fait sur la ville de Kharkov, la deuxième ville du pays, et au sud, à partir de la Crimée. Mais visiblement, l'idée, c'est de s'emparer le plus vite possible de la capitale, avec très certainement derrière des arrière-pensées politiques, peut-être la mise en place d'un nouveau gouvernement, d'un nouvel État. Et puis le deuxième effort, comme je disais tout à l'heure, c'est de s'emparer de toute la région à l'est du Dniepr, en partant de Kharkov au nord et de la Crimée au sud. Alors que peut-être de manière plus étonnante, les régions du Donbass est moins touchées, moins attaquées. Voilà à peu près quelle est la situation militaire actuellement. Michel Goya, sur l'offensive en elle-même, on sait que l'armée russe est très puissante. Est-ce que vous pensez que ça peut aller vite, finalement, cette prise de Kiev ? Pour l'instant, ça va vite. Les Russes dominent tout ce qu'on appelle les espaces vides. Ils dominent la mer, ils dominent le cyberespace, ils dominent l'espace aussi, tout court. Mais surtout, ils dominent les airs. Et à partir de là, ils peuvent frapper sur l'ensemble du territoire. Ils peuvent frapper toutes les forces ukrainiennes visibles. Ils peuvent surtout s'infiltrer et déposer des forces. C'est ce qu'ils ont fait en s'emparant de l'aéroport de Kiev. Sur cet axe au nord de Kiev, cette prise de l'aéroport était destinée à précéder l'arrivée rapide de certainement la 4e division blindée qui vient directement du nord. Dans cette région, les choses vont très vite en réalité, d'un point de vue militaire. Après, peut-être que la prise de Kiev sera plus difficile, mais être arrivé à la capitale en 2 jours, ça dénote en réalité une supériorité sur le terrain qui est pour l'instant incontestable. Un petit mot de l'armée ukrainienne. Peut-elle lutter dans cette prise peut-être à venir de Kiev ? Alors il y a 2 solutions. Il y a soit la ville est déclarée ouverte afin d'épargner la population, afin d'épargner les souffrances de la population, et donc il n'y a pas de résistance. Soit l'armée ukrainienne décide de résister dans la ville, mais une fois que celle-ci sera encerclée, et ce sera quelque chose qui va arriver assez rapidement, cette résistance de toute façon sera limitée et elle durera quelques jours, grand maximum. On a une idée de la disproportion entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, grosso modo ? Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, alors j'ai déjà évoqué tout à l'heure le fait que la supériorité aérienne est totale du côté des Russes, ce qui est un énorme avantage évidemment. Et ensuite, au sol, les forces russes sont légèrement supérieures en nombre, en volume, mais surtout elles sont mieux organisées, mieux équipées, très largement, et elles savent organiser des opérations de grande envergure. Donc la supériorité sur le terrain est totale. Les explications de l'ancien colonel Michel Goya, qui était notre invité sur France Info. Georgina Wright, avant de vous remercier, cet après-midi, il y a donc ce conseil de l'OTAN en début d'après-midi, visioconférence des États membres. Ce soir, résolution du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Que va faire l'Union européenne dans les prochaines heures ? Est-ce que vous le savez ? Écoutez, on attend le texte du 2e paquet de sanctions. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore ces sanctions. En fait, oui, c'est ça. Les dirigeants d'hier soir se sont mis d'accord sur le contenu. Ce matin, il a été peaufiné par les ambassadeurs et normalement, il serait adopté cet après-midi par les 27 ministres des Affaires étrangères. Donc, on attend ce 2e texte. La question, c'est est-ce qu'il y aura d'autres sanctions par la suite ? Tout dépendra un petit peu des prochains jours. Et ensuite, évidemment, j'imagine qu'ils commencent déjà à penser à la question des réfugiés, quel soutien, et enfin, évidemment, le soutien pour l'Ukraine, politique, bien entendu, financier, 1,2 milliard déjà qui a été promis, et militaire et matériel. Donc tout cela va continuer, et j'imagine que l'UE va continuer à parler de l'Ukraine incessamment. Et on suivra ça dans les prochaines heures sur France Info. Merci beaucoup, Georgina Wright. Je le rappelle, vous êtes la directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. L'image politique